Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de la qualification du Paris Saint-Germain pour la finale de la Ligue des Champions, ni des débordements qui l'ont accompagné cet événement. Ce type de fait est désormais récurrent, et des milliers d'analyses ont déjà été produites sur des épisodes similaires. Nous allons plutôt nous pencher sur des faits internationaux, révélateurs de tendances profondes à l'échelle européenne. Commençons par les résultats du premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie. Pourquoi ce scrutin est-il important ? Parce que la Roumanie est membre de l'OTAN depuis 2004 et de l'Union européenne depuis 2007. Pays frontalier de l'Ukraine, elle joue un rôle stratégique depuis l'invasion russe du 24 février 2022. Ce pays traverse une crise politique depuis fin 2024, notamment en raison de l'annulation d'un précédent scrutin présidentiel entaché selon les autorités d'ingérences étrangères. Dimanche dernier avait donc lieu le premier tour d'un nouveau vote. Le candidat Georges Simion y a recueilli plus de 40% des suffrages, loin devant le maire de Bucarest, Nicu Șordan, 20%, et devant Crin Antonescu, candidat de la coalition pro-européenne au pouvoir. Mais avant d'analyser ces résultats, revenons 5 mois en arrière. En novembre 2024, un certain Călin Georgescu, quasi inconnu du grand public, arrive en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Un véritable séisme pour la classe politico-médiatique. Le président roumain et le gouvernement déclenchent alors une enquête confiée au service de renseignement intérieur, au Conseil suprême de la défense nationale et même à Viginum, un service français de lutte contre les manipulations de l'information. Conclusion, l'élection aurait été influencée par des puissances étrangères. Le scrutin est annulé. Mais l'opinion publique ne suit pas. Des millions de Roumains descendent dans la rue, dénonçant une élection volée et des juges contre le peuple. Les élites reprochent à Georgescu d'avoir bénéficié d'une campagne numérique massive, financée de manière opaque. Pourtant, comment ne pas penser ici à Emmanuel Macron, lui aussi totalement inconnu du grand public quelques mois avant son élection, fut propulsé par une couverture médiatique exceptionnelle, omniprésent dans les médias, présenté comme le gendre idéal, le Mozart de la finance. Mais revenons à l'élection actuelle, Georges Simion, qui a remplacé Georgescu, est qualifié par les médias de trumpiste, de poutiniste, de souverainiste. Un mot devenu, à lui seul, une insulte pour le bloc central. Il est aussi présenté comme anti-élite, eurosceptique et surtout opposé au soutien militaire à l'Ukraine. Là encore, dès qu'un peuple exprime sa volonté de reprendre le contrôle de sa politique étrangère, en s'opposant à une ligne atlantiste rigide, il est immédiatement stigmatisé. Selon cette logique, les peuples européens n'ont pas leur mot à dire. Ils doivent suivre la ligne de Bruxelles, de l'OTAN et taire leur souveraineté. Simion, quant à lui, est interdit de séjour en Moldavie pour son soutien à une réunification entre la Roumanie et ce pays. Il est aussi persona non grata en Ukraine, en raison de ses positions contre la guerre et de ses désaccords de longue date avec le gouvernement de Kiev. Il défend une vision d'avenir dans laquelle l'Ukraine serait redessinée selon les réalités linguistiques et culturelles, la Bukovine, région ukrainienne roumanophone, intégrée à une grande Roumanie aux côtés de la Moldavie, le Donbass et la Crimée, région russophone, intégrée à la Fédération de Russie. L'Ukraine, dans cette vision, serait recentrée autour de Kiev et Lviv. Simion et ses soutiens s'opposent également à l'accueil massif des réfugiés ukrainiens. Et à ce sujet, permettez-moi de soulever une hypocrisie flagrante chez certains nationalistes français. Ces derniers dénoncent, à juste titre, les effets néfastes d'une immigration africaine incontrôlée. Surreprésentation dans la délinquance, dans les prisons, tensions identitaires. Pourtant, ces mêmes personnes affichent un soutien presque inconditionnel à l'Ukraine. Non pas pour des raisons strictement géopolitiques, mais parce que, disons-le franchement, ils partagent avec une partie de la société ukrainienne des repères identitaires forts, voire radicaux. Or, la réalité, et c'est bien plus trouble, l'Ukraine d'après Maïdan, et notamment certains de ses groupes paramilitaires, est marquée par l'idéologie bandériste, un nationalisme extrême, souvent teinté de néonazisme. Il est donc paradoxal, voire incohérent, de condamner un islamisme importé, tout en fermant les yeux sur un bandérisme tout aussi préoccupant. D'autant plus que les données issues des pays voisins comme la Pologne ou la Roumanie indiquent une surreprésentation des ressortissants ukrainiens dans les affaires criminelles et les établissements pénitentiaires. Là encore, deux poids, deux mesures. Être européen ne rend pas automatiquement une immigration plus intégrable ni moins problématique. Simion, s'il est qualifié d'anti-Union européenne, n'est pas pour autant anti-européen. La majorité des Roumains restent de très attachés à leur appartenance à l'Union. Mais ce qu'ils souhaitent, c'est une autre Europe, celle que Charles de Gaulle appelait de ses vœux. Une Europe des nations souveraines, pas une technocratie fédérale alignée sur les intérêts allemands ou américains. La Roumanie reste avant tout un pays orthodoxe. C'est même, en proportion, le pays le plus pratiquant du monde orthodoxe.
Il vient d'achever la construction de la plus grande cathédrale orthodoxe du monde, symbole de son identité spirituelle. Dans ce contexte, l'opinion publique roumaine a très mal vécu la dépénalisation de l'homosexualité, imposée par Bruxelles via une pression politique et juridique sur son Sénat. Cette décision n'a fait qu'amplifier la méfiance envers les institutions européennes et leurs relais locaux, accusés d'imposer un agenda sans légitimité populaire. Les Roumains ne sont pas spécialement pro-russes, mais ils partagent avec eux ce socle orthodoxe qui structure leur identité. Et depuis longtemps, les relations avec l'Ukraine sont tendues, notamment autour des eaux territoriales, toujours en faveur de Kiev. Voilà pourquoi le rejet de l'aide militaire à l'Ukraine trouve un écho massif dans la société roumaine. Désormais, dirigeons-nous vers les États-Unis pour évoquer deux affaires survenues dans des États différents. Elles n'ont, en apparence, rien à voir, mais révèlent pourtant la fracture profonde de la société américaine et par extension préfigurent peut-être le présent et l'avenir des pays d'Europe de l'Ouest. Dans ce pays, une mère de famille blanche devient l'ennemi public numéro 1 pour certains et une héroïne pour d'autres, tandis qu'un meurtrier afrodescendant est présenté comme une victime. Il y a d'un côté l'affaire Shiloh Hendrick, une mère qui a utilisé le mot tabou, le N-word, envers un enfant noir qui tentait, selon elle, de voler les affaires de son fils. De l'autre, l'affaire Carmelo Anthony, un Afro-Américain accusé du meurtre d'Austin Metcalf, un adolescent blanc de 15 ans, poignardé à mort après lui avoir simplement signalé qu'il était assis à une place qui ne lui appartenait pas dans un stade. Le point commun entre ces deux affaires, une immense cagnotte de soutien dépassant les 500 000 $. Mais là où l'une est vouée à la haine publique pour une insulte, l'autre est excusée malgré un cadavre laissé derrière lui. Bienvenue en Amérique où tout est racial jusqu'à la perception du bien et du mal. Dans le cas de Shiloh, aucun contexte, aucune nuance, aucune mise en perspective ne lui a été accordée. Elle a été immédiatement condamnée par le tribunal des réseaux sociaux pour avoir prononcé un mot interdit. Interdit uniquement aux Blancs en vertu d'une idéologie dite antiraciste qui fonde l'interdiction sur la couleur de peau. Cela n'a pas de sens? Je suis entièrement d'accord. Forcément raciste, donc forcément coupable. Elle mérite, selon certains, d'être traquée, menacée et exclue de la société. Les médias s'en donnent à cœur joie et en font une icône du suprémacisme blanc, là où il n'y avait qu'une mère protégeant son enfant d'un vol potentiel. Pendant ce temps, au Texas, Austin Metcalf, 15 ans, est poignardé à mort lors d'un match de football. L'affaire à peine rendue publique, une mobilisation en ligne s'organise pour défendre le meurtrier et financer ses frais de justice. La cagnotte dépasse rapidement les 500 000 $ grâce au soutien massif de sa communauté. La victime? Juste un blanc de plus, pas de White Lives Matter, pas de manifestation, pas d'indignation médiatique. Silence complet. Circuler, il n'y a rien à voir. Ces deux cagnottes en disent long sur la profonde fracture ethnique qui ronge l'Amérique. Le soutien apporté à Shiloh Hendrick n'est pas une célébration de son insulte, mais le signe d'un ras-le-bol. Elle est devenue le symbole d'une Amérique blanche marginalisée, silencieuse depuis trop longtemps. Son geste, aussi contestable soit-il, est perçu comme un cri de révolte contre une société qui criminalise une partie de sa population simplement en fonction de sa couleur. Dans un pays où les statistiques ethniques existent, que nous disent-elles? Qu'environ 90% des crimes interraciaux sont commis par des Afro-Américains contre des Blancs, alors qu'ils ne représentent que 13% de la population. Ces chiffres sont glaçants. Mais plus glaçante encore est la manière dont ils sont ignorés. Ces deux affaires, bien que différentes dans leurs circonstances, illustrent une même réalité, celle d'une société profondément divisée, où l'ethnie semble désormais primer sur les faits et où la justice populaire, nourrie par les réseaux sociaux et les biais idéologiques, remplace le discernement et l'équité. Loin d'apaiser les tensions, cette polarisation constante alimente un ressentiment dangereux, où chaque drame devient un symbole et chaque individu un pion dans une guerre identitaire. L'Amérique vacille, non pas à cause de sa diversité, mais parce qu'elle ne parvient plus à la faire coexister sans haine ni vengeance. Et ce modèle de fragmentation idéologique, hélas, gagne du terrain en Europe. Restons sur le continent américain pour évoquer un événement majeur, l'élection du nouveau pape. Cette semaine, à l'issue d'un conclave particulièrement rapide, le cardinal Robert Francis Prévost a été élu pape sous le nom de Léon XIV. Ce choix rend hommage à Léon XIII et à son encyclique Rerum Novarum, texte fondateur de la doctrine sociale de l'Église catholique contemporaine. Sans retracer en détail l'ensemble de sa biographie, intéressons-nous brièvement à son parcours, à ses qualités, ainsi qu'à ses orientations pastorales et politiques. D'abord missionnaire au Pérou, il y est ensuite devenu évêque, avant d'être nommé préfet du dicaster pour les évêques, c'est-à-dire le responsable de la nomination des évêques, puis cardinal par le pape François en 2023.
Fait intéressant, il est l'un des nombreux cardinaux nommés par François ces dernières années dans ce qui ressemble, à mes yeux, à un véritable coup d'État de l'évêque de Rome, soucieux d'assurer la continuité de sa vision pour l'Église. Je ne lui reprocherai cependant jamais certaines qualités qui le distinguent, son élan missionnaire, son désir de proximité avec les pauvres et sa riche expérience du terrain. C'est aussi un polyglotte accompli. Il parle français, espagnol, italien, portugais, anglais et un peu d'allemand. Pour ma part, je parle également 5 langues et je suis convaincu que la pratique de plusieurs langues offre une ouverture exceptionnelle sur le monde. Parler une autre langue, c'est aussi penser différemment, appréhender la réalité à travers d'autres prismes. Mais alors, Léon XIV est-il progressiste ou conservateur? Il ne s'est jamais véritablement engagé dans cette opposition binaire. Cela dit, il a été très critique vis-à-vis de l'élection de Donald Trump et des politiques anti-immigration menées par le gouvernement américain. Il affirme que les divisions et les polémiques au sein de l'Église ne mènent à rien. Sur ce point, je le rejoins. Dans l'Église, il ne devrait pas être question de gauche ou de droite, mais uniquement de fidélité à la parole du Christ. Comme moi, il déplore profondément que la polarisation soit devenue le mode de fonctionnement de nos sociétés contemporaines. Par ailleurs, en tant que préfet du dicaster pour les évêques, il a été à l'origine de la nomination de 3 femmes à des postes clés au sein de l'Église, bien qu'il demeure opposé à l'ordination des femmes. Il s'inscrit donc dans la continuité du pape François, un pontife médiateur désireux de faire progresser les réformes engagées. Cependant, cette posture, que certains jugent trop tiède, est peut-être en décalage avec une grande partie du clergé et des fidèles qui, eux, attendent une véritable revitalisation de l'Église fondée sur un retour plus marqué à la tradition. En conclusion, qu'il s'agisse de la Roumanie, des États-Unis ou du Vatican, une même ligne de fracture traverse nos sociétés. Celle d'un conflit entre mondialisation technocratique et enracinement culturel, entre centralisation idéologique et aspiration populaire. Les peuples veulent reprendre la main sur leur destin, leur tradition, leur souveraineté, qu'elle soit politique, religieuse ou civilisationnelle. Et face à cette volonté, les élites, souvent déconnectées, répondent par la censure, le soupçon ou le mépris. Mais les faits sont têtus. L'heure n'est plus au faux consensus, ni aux postures creuses. Elle est au discernement, à la lucidité et à la reconquête du réel.